Le système d'éducation au Québec attire beaucoup l'attention dernièrement et c'est un sujet qui me touche tout particulièrement. Il y a plusieurs journalistes qui ont écrit dernièrement sur le fait que le système scolaire est médiocre, que le taux d'élèves en échec augmente sans arrêt, que le décrochage augmente sans arrêt chez les garçons particulièrement, qu'un élève sur deux échoue des épreuves ministérielles. Et je remercie en fait ces journalistes-là d'écrire là-dessus. On se tourne évidemment vers le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, le gouvernement en général, et comme quoi ils doivent arranger la situation. Je veux vous partager ma réflexion à ce sujet-là qui est énorme. Premièrement, l'éducation, c'est pas simplement une initiative gouvernementale, c'est beaucoup plus complexe et large que ça. Et c'est pas quelque chose qu'on peut corriger ou renverser facilement, si je peux dire. Et je dis pas que le gouvernement a pas de rôle à jouer à ce niveau-là, évidemment pas, mais il y a des facteurs qui nous concernent tous et toutes, je dirais sur le plan quotidien et sur le plan aussi culturel. Le système d'éducation et les jeunes sont le reflet de ce qui est priorisé dans une culture. Le système d'éducation, c'est un symptôme de ce qui est valorisé, de ce qui est priorisé dans une culture. Donc, si on fait le constat qui est assez unanime que le système d'éducation est en chute libre, ben, je pense que ce qu'il faut interpréter est beaucoup plus large et grave que ça, c'est que notre système de valeurs et notre système nos systèmes de priorité sont en chute libre. C'est pas seulement le système d'éducation. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un malaise quand on analyse le système d'éducation, parce que ça nous remet en plein visage ce qu'on valorise et ce qu'on priorise. L'éducation, c'est l'ensemble des processus qui permettent à une personne, à un étudiant, de passer d'un niveau de compétence à un autre dans différentes matières, différentes tâches. Et l'éducation concerne principalement le développement de la compétence, du comportement compétent, disons. La connaissance, les matières, les stratégies pédagogiques, tout le reste sont plus instrumentales, c'est-à-dire que ce sont davantage des moyens par lesquels on passe pour développer cette compétence-là. Donc, pourquoi la compétence? Bien, parce que la compétence, c'est ce qui a une valeur active comportementale pour un individu, mais aussi pour la société. C'est avec nos comportements, nos actions compétentes, nos talents, nos expertises qu'on peut prendre sa place dans le monde, améliorer sa propre qualité de vie, contribuer à la qualité de vie des autres, contribuer à la société. Et ce processus-là, en soi, est ce qui rend une société prospère, non seulement économiquement, mais sur le plan psychologique. Évidemment, c'est le plan qui me touche particulièrement. Pour développer de la compétence dans un système d'éducation, c'est très difficile parce que ça prend beaucoup de conditions qui sont en elles-mêmes difficiles à réunir. Le développement de l'éducation, en soi, c'est une mission. C'est une mission qui est dure. Et il y a des centaines de conditions nécessaires qu'il faut réunir. J'aimerais élaborer sur 3 points importants aujourd'hui, 3 conditions fondamentales dont on ne parle pas, ou du moins très peu explicitement. Et ensuite, je propose qu'on regarde comment ces conditions-là s'expriment dans notre société actuellement et dans notre système d'éducation. Donc, première condition dont j'ai envie de parler, pour apprendre, il faut accepter d'être un élève, c'est-à-dire accepter une posture d'apprenant. Et ça veut dire, ça implique accepter qu'une autorité est en charge d'un processus d'apprentissage, par exemple un professeur. Accepter d'être un élève, ça implique l'acceptation d'un paquet de choses, entre autres d'une hiérarchie entre l'élève et le professeur. Et en ce moment, nous sommes dans une période où on cultive une sorte d'aversion contre les hiérarchies pour toutes sortes de raisons, mais une sorte d'aversion contre les hiérarchies de manière générale. Et les hiérarchies sont perçues maintenant presque instantanément comme une sorte
d'oppression, c'est comme corrélé à l'abus. Et en réaction avec cette perception-là des hiérarchies, ben, ça vient influencer les rôles hiérarchiques qui ont tendance à se renverser pour contrebalancer ça. Donc, ce sont les étudiants maintenant qui décident de plus en plus de ce qui va se passer dans une classe et la façon dont les choses vont se passer. Et ça, c'est important parce que ça a une influence sur le climat. Le climat dans les classes a changé beaucoup au cours des dernières années et rend l'éducation et les relations élèves-professeurs beaucoup plus difficiles. Ce sont les élèves qui ont maintenant l'autorité dans les classes, à différents niveaux, évidemment, mais je veux mettre ça de l'avant. Les élèves ont une autorité très grande maintenant dans les classes et parfois même plus que les professeurs. Et des professeurs, des amis à moi, vont régulièrement me confier qu'ils marchent sur des œufs quand ils enseignent. Certains vont dire qu'ils se méfient de leurs étudiants, ils ont peur de leurs étudiants, ils ont peur des conséquences de leurs gestes en tant que professeurs, de leurs gestes dans le quotidien. Ils ont peur d'être accusés de plusieurs torts, de toutes sortes d'abus, de discrimination. Les professeurs ont peur maintenant de donner des rétroactions, de donner des notes, de faire des évaluations, donc d'utiliser leur autorité, si je peux dire, qui devrait être assez légitime. Et ça semble se manifester tant au niveau primaire, secondaire, cégep universitaire. Donc, ce n'est pas seulement à un palier du niveau académique. Et même en secret, mes propres amis enseignants, très régulièrement, m'avouent avoir carrément abandonné l'évaluation de leurs élèves. Carrément. Évidemment, ils ne le disent pas ouvertement, ils en parlent un peu dans le secret et ils ont honte de ça, à quelque part. Mais la solution qui semble de plus en plus adoptée est de tout simplement donner des bonnes notes à tous les élèves systématiquement. Donc, non seulement des bonnes notes, mais aussi qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les notes, même si sont bonnes, pour ne pas créer des sentiments d'injustice. Ce phénomène-là est assez prévalent et prend de la place, selon moi. Ils vont me dire, enseigner, évaluer, c'est tout simplement trop de problèmes. C'est juste trop de risques. Les parents d'élèves aussi sont exactement dans cette tendance-là, c'est-à-dire la défense de leurs enfants lorsque les notes ne sont pas assez bonnes. Bref, au Québec, un professeur est de moins en moins confortable à exercer ses fonctions. Les conditions d'enseignement sont de moins en moins présentes et surtout elles ne sont pas vraiment défendues. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais comment on expliquerait le fait qu'on soit en pénurie de professeurs? Bon, et que les personnes qualifiées pour être professeurs ne semblent même plus motivées à aller enseigner. Certains vont dire que la raison principale, c'est le salaire qui est trop bas. OK, mais personnellement, je ne pense pas que le salaire à lui seul soit la variable qui explique le phénomène auquel on assiste. Donc, on n'a pas le choix que d'engager des professeurs qui sont non qualifiés. Donc, comme certains journalistes le nomment depuis plusieurs semaines, la médiocrité du système d'éducation est une réalité, mais c'est aussi en mouvement, c'est une spirale qui semble s'accélérer. Une deuxième condition, que je pense qui est très importante, c'est la volonté d'apprendre. Parce qu'apprendre, c'est toujours difficile. Et c'est assez inconfortable pour les enfants et les adultes. Et c'est normal parce que c'est un défi apprendre. C'est être constamment mis face à notre incompétence. Ça prend beaucoup de motivation, de la discipline. On parle beaucoup de persévérance scolaire pour apprendre. Tout à fait. Maintenant, pourquoi faire quelque chose qui est difficile en général? Bien, pour ça, ça prend une vision du futur qui est bonne, qui est positive. Il faut, à quelque part, cultiver l'idée
qu'en investissant dans nos efforts à tous les jours, dans l'instant présent, bien, on est en train de construire quelque chose comme un futur positif. Sinon, aucun investissement ou sacrifice dans l'instant présent est possible sans ce futur-là positif. Donc, pourquoi investir dans sa propre éducation, sa propre compétence? Bien, la seule raison, c'est pour créer un futur qui est positif dans sa vie. OK. En ce moment, on entretient une culture, beaucoup une culture médiatique où le futur est assez négatif, il est assez noir. Le discours pointe vers quelque chose comme tout se détériore dans le monde est injuste, opprimant, le monde court à sa perte, le monde est composé de victimes et d'oppresseurs qui contrôlent le système, et le système en soi est une oppression. La crise climatique et le futur de l'humanité est en péril. Les humains sont perçus comme étant presque des agents contaminants, des consommateurs, destructeurs. Bref, la vision du monde et de l'humain est assez négative. Et c'est ce ton-là qui est martelé à notre esprit sans arrêt. Donc, c'est une vision qui est dure. Et c'est très difficile de se motiver pour se battre, pour construire un futur qui est positif. C'est extrêmement dur. Et il y a une composante particulière ici au Québec. Ici, et ça, c'est pas une nouvelle pour personne, il y a une aversion et une sorte de mépris, je dirais, particulier pour le succès, pour l'ambition, sortir du lot. Et pourtant, c'est ce que tout le monde veut, réussir sa vie, faire avancer sa vie, atteindre des objectifs difficiles, se dépasser, améliorer sa condition, tout ça, qui selon moi sont des objectifs tout à fait légitimes, ce sont des objectifs positifs, mais ici, on fait plutôt la culture de la culpabilité reliée au succès. Et on a une forte tendance à abaisser rapidement ceux qui se détachent du lot. C'est l'habitude qu'on a. On déplore que les garçons ne réussissent pas à l'école et que le décrochage scolaire est complètement disproportionné, ce qui est le cas. Bien, au Québec, selon ce qui est mis en place, selon ce qui est véhiculé en ce moment, les garçons ne réussiront pas, ni maintenant, ni dans le futur. Et c'est pas ce que je souhaite, c'est absolument malheureux, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de vision du futur positive pour les garçons en ce moment. C'est pas le discours actuel. Les garçons n'ont pas l'encadrement nécessaire, spécifique dont ils ont besoin, et il n'y a aucune condition d'éducation réellement favorable pour les garçons au Québec. Parce que, quoi qu'on en dise, ce n'est pas une priorité ici. Ce ne l'est pas. La troisième condition sur laquelle j'aimerais parler aujourd'hui, c'est que le système d'éducation en soi doit faire la priorité du comportement et de la compétence, et pas seulement les émotions positives et les perceptions positives. En ce moment, la compétence, ce n'est pas la priorité. C'est aussi simple que ça. On remet de plus en plus en question l'usage des notes chiffrées. OK, pas de problème. Mais de façon plus large, nous allons dans un système d'éducation qui ne vise plus le développement de compétences, mais qui vise le sentiment de compétence subjectif, ce qui n'a rien à voir. On priorise de plus en plus les émotions positives, l'estime de soi, l'identité. Et ça ne date pas d'hier, ça prend de la place depuis plusieurs années déjà, mais ces concepts-là ne sont pas reliés au développement de compétences dans le monde réel. Ce sont des sentiments, des émotions, des perceptions. Le sentiment de compétence qui ne correspond pas au niveau de compétence réelle va créer une déconnexion avec la réalité. Et ça va avoir des conséquences. Cette déconnexion-là va augmenter le narcissisme, qui prend de plus en plus de place, selon toutes les études, dans la population en général. Et le narcissisme, ce n'est pas compatible avec les processus d'apprentissage et ce n'est pas compatible avec le développement de compétences réelles. Donc,
l'obsession de l'estime de soi, des émotions positives depuis les 40 dernières années ne fonctionne pas. Et ça n'augmente pas le succès, ça augmente plutôt l'anxiété d'échec, ça augmente, comme je le disais, le narcissisme et ça augmente la déconnexion avec la réalité. Mais ça ne fait pas augmenter la compétence et ça ne fait pas augmenter les émotions positives ni la stabilité émotionnelle d'une personne à long terme. Donc, on veut donner l'impression de succès via des évaluations avec toutes sortes de stratégies, comme par exemple baisser le critère minimum de passation ou autre stratégie qui est carrément mensonger. On fait semblant et ça veut dire que ça semble plus un spectacle d'éducation, une sorte de mise en scène de l'éducation. L'une des priorités canadiennes et québécoises, c'est l'inclusion. OK, parfait. Qu'est-ce que ça donne concrètement? On fait de l'inclusion dans les classes. Et sans aucune surprise, l'échec est flagrant et les professeurs et les journalistes dernièrement dénoncent cette pratique-là, mais c'est pourtant la priorité sociale et politique canadienne numéro un, pas l'éducation, ou la réussite ou l'apprentissage. Donc, notre culture, je ne vois pas où on valorise tant que ça l'éducation concrètement. On semble plus valoriser ce qui fait beau, ce qui fait sentir bien à court terme. C'est un choix, mais je pense que l'enjeu est plus complexe en éducation que ce qu'on peut penser et renverser cette situation-là va nécessiter tout un 180 degrés en termes d'efforts et de priorités et de cohérence sociale. Et il va falloir aussi parler de vraies choses, mais je ne vois pas ça sur le point d'arriver en ce moment, mais bon, ça se peut que je me trompe et j'espère me tromper, mais peu importe ce qu'on constate aujourd'hui, je pense qu'on n'a même pas encore effleuré les conséquences de ces décisions-là qu'on prend et de ces priorités-là. J'espère que ma réflexion a été constructive pour vous, du moins c'est mon intention, et je suis curieux de connaître vos opinions là-dessus, sur ce sujet-là. Je pense que plus on va oser avoir des conversations, des dialogues constructifs sur des sujets comme ceux-là, ben, je pense que mieux on va pouvoir avancer dans la bonne direction ensemble. Du moins, c'est mon souhait.